Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce dernier rendez-vous de la saison, de cette 9e année qui s'achève et qui me donne l'occasion de déjà annoncer la 10e dès la rentrée de septembre, une 10e saison qui correspondra aux 50 ans de la Maison de la Francité. Donc on concocte avec Donald Georges, le directeur de la maison, une programmation anniversaire qui se déploiera dès septembre. Alors vous le savez, nos dîners littéraires bruxellois sont l'occasion de dialoguer et de faire découvrir le parcours d'auteurs, souvent proches de nous, qui ont, vous le savez, en partage, et même si ce partage est parfois un peu éloigné, un rapport à Bruxelles, que ça soit sur le plan personnel, sur le plan de l'histoire, de la littérature, de la culture, du patrimoine. Mais c'est aussi l'occasion, et j'insiste là-dessus, vous le savez, en tout cas les habitués le savent, l'occasion aussi d'évoquer certaines maisons d'édition qui animent et font vivre le paysage éditorial belge et qui n'ont peut-être pas toujours l'écho qu'elles méritent. Alors, tout ça, des ingrédients, autant d'ingrédients qui vont une nouvelle fois être réunis ce soir autour de François Liénard, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Merci déjà, François, d'avoir accepté cette invitation. Moi, je suis très heureux de terminer cette saison avec toi. Alors, je te lis et te suis, même si de loin, depuis plusieurs années. Et c'est pour moi l'occasion d'évoquer ce soir avec toi tes 2 derniers livres, Joyeuse entrée et Regina Maris, qui sont 2 vrais coups de cœur absolus, 2 petites pépites. Vous verrez où se mêle la nostalgie, la mélancolie, l'humour, aussi le voyage, la déambulation à travers Bruxelles, et puis un peu plus au nord vers la côte, entre Knock et La Panne. Et ce sera aussi l'occasion, par ce biais-là, d'appréhender un peu ton univers, qui, on le verra aussi constamment entre le texte et l'image. Juste quelques mots pour te présenter, ton parcours. Tu es diplômé de l'ERG, l'École supérieure de recherche graphique. Alors, je ne boude pas le plaisir, alors c'est déjà un petit extrait que je vous donne, puisque tu parles de l'ERG à un moment dans un de tes textes. On va revenir là-dessus, évidemment. Hein. L'école de recherche graphique, où personne n'a sans doute jamais vraiment cherché quoi que ce soit de graphique, mais plutôt un moyen de vivre 4 belles années de création avant le service civil. On revient. Je suis vieux. C'était l'époque encore du service civil et j'étais dans la dernière levée, en fait. Voilà. Mais donc, on va revenir un peu là-dessus. C'est juste pour donner une petite touche de l'écriture de François. Tu enseignes donc l'histoire de l'art dans différentes académies ici à Bruxelles. Tu as été commissaire d'expo. Tu as écrit de nombreux textes sur des artistes, à la fois à Bruxelles, mais aussi en Wallonie. Et puis, dans les années 90, tu as animé, et tu animes toujours d'ailleurs, une petite structure éditoriale. On parle souvent de micro-édition. On va revenir là-dessus. Simplement pour vous donner un avant-goût du nom de la maison d'édition, les éditions qui changent de nom à chaque parution. On va revenir là-dessus. Et parallèlement à ça, tu poursuis ton travail de plasticien dans le domaine du collage. Alors ça va nous retenir un petit instant. Et tu exposes régulièrement en Belgique. Tu seras d'ailleurs demain aussi là, pour une rencontre d'artistes à la Louvière au Gazomètre. Voilà. Mais donc, plus récemment, les 2 textes dont j'ai parlé, Regina Maris, publié l'année passée chez un éditeur bruxellois, La Lettre volée, et Joyeuse entrée, publié également à Bruxelles chez CFC Éditions, que vous connaissez peut-être. On en a déjà parlé ici. CFC Éditions, c'est une maison d'édition qui est située place des Martyrs et qui est attenante évidemment à la librairie CFC, librairie
des martyrs. Donc voilà, on va naviguer là-dedans, mais je voudrais peut-être qu'on commence, si tu veux, par évoquer justement cette technique du collage, parce que ton premier médium, j'ai envie de dire, c'est l'image. Mais très vite, j'ai l'impression dans ton parcours que tu as voulu y associer du texte. Et je pense que finalement, le collage est le bon compromis. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler juste quand un peu l'historique du collage ou quand ça démarre? On se doute qu'il y a toute l'influence. Oui, ça démarre de manière littéraire parce que j'étais dans un Athénée où on nous faisait lire Émile Zola, Germinal, et ça m'ennuyait terriblement. Jusqu'au jour où un professeur nous parle d'Henri Michaud, Achille Chavet. Voilà, je ne connaissais pas. Et puis tout un tas de types assez formidables de la littérature belge d'expression francophone. Hein. Je viens du même village que Marcel Moreau, voilà, qui est un grand écrivain. Et puis je découvre Marcel Moreau, je le rencontre là-bas. Alors il se passe quelque chose, mais il se passait quelque chose au niveau du surréalisme. Et puis grâce à Chavet, je découvre le reste en fait, hein, Marcel Lecomte, et puis Nouget, et puis du côté français, du côté tchèque, etc. Et puis j'ai 20 ans, et puis je ne sais pas quoi faire de ma peau, comme on dit chez moi. Et l'université ne m'allait pas. Donc j'ai été accepté dans peut-être la seule structure qui pouvait m'accepter, qui était l'ERG en fait, qui était une espèce de Saint-Luc art contemporain. Mais je ne savais rien faire non plus de mes 10 doigts. Donc quoi faire? Et puis j'ai commencé à faire des collages en fait. Voilà. Un peu magritien comme ça, avec des rapports assez dialectiques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des collages surnaturels en fait, hein, sortir un petit peu du réel, y mettre un petit peu de littérature, et puis ça a commencé comme ça. Et puis j'ai commencé à faire des objets aussi, à m'intéresser à tout ça, histoire, comme je vous dis, d'être un peu au-dessus des contingences et de passer 4 années agréables dans une structure d'école. Voilà. Et puis après, je m'invente une ASBL qui s'appelle le Chalet de Haute Nuit. Et puis c'est 15 ans d'organisation d'exposition et d'édition. Et puis vers 2001, je pense, je m'invente une maison d'édition qui s'appelle les éditions qui changent de nom à chaque parution, parce que c'est le cas. Ce sont des éditions qui changent de nom à chaque parution. Voilà. Alors, pour parler de ça 2 secondes, j'étais dans le groupe surréaliste belge à l'époque avec André Stas, Claude Galland, Tom Gutt, etc. Voilà. Tom Gutt m'offrait ses bouquins. Et moi, je n'avais rien publié encore. Un jour, je lui offre un bouquin, je le dédicace, mais c'était pas un de mes bouquins. Et il me demande, très caustique, c'est vous qui avez écrit ça? Je lui dis non. Et dans la semaine, j'ai écrit un texte pour lui que j'ai publié. Et c'est ma première édition dans cette maison d'édition. C'était pour Tom, pour lui renvoyer la balle, en fait, tout simplement. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Photocopie, noir et blanc, papier de couleur, format en fonction du format A4, A3, des photocopieuses, etc. Ne pas jouer à l'éditeur, ne pas jouer au relieur, ne pas jouer à la belle édition, mais simplement le plaisir de diffuser des textes de manière agréable, en fait. Voilà. Et je continue encore. Et ces éditions, c'est plus de 120 petits bouquins différents depuis 25 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, avec... Ce sont des textes de circonstances, des textes de voyage surtout, et des textes sur des artistes aussi, en fait. Quelque chose qui doit sortir assez vite, en fait. Voilà. C'est ça, oui. Ces éditions de circonstances, c'est assez bien, parce que grâce à la photocopieuse, vous pensez au texte, vous l'écrivez, vous le mettez en page, le lendemain, c'est publié. Ça va très vite. Voilà. Et donc, c'était idéal. Oui, et finalement... pour revenir juste au collage, c'est un peu le même processus finalement de création, des choses assez rapides qui ne demandent pas non plus une technique particulière, mais ma composition, ça reste du collage en fait. Il n'y a pas d'ordi en fait. Voilà, il n'y a pas d'ordi. Et donc le collage, c'est cette technique aussi de copier-coller. Donc, où le support papier est effectivement très important. Et donc, il y a une sorte d'osmose comme ça entre le papier, le texte et l'image. Tu dis d'ailleurs dans un entretien qu'un collage sans titre n'est
pas un collage. Une image sans titre n'est pas un collage, n'est pas une image. Si vous prenez un Magritte, par exemple, sans le titre, c'est pas du Magritte, en fait. Il manque quelque chose. Donc, il y a une espèce de puissance du titre qu'il faut trouver. C'est un exercice. C'est une espèce de brainstorming qu'on fait avec soi-même pour trouver le titre le plus juste à l'image, pas simplement de manière illustrative, mais pour faire rebondir cette image, en fait. Et Magritte, c'est évidemment l'exemple suprême. Marcel Marienne aussi, en Belgique, bien sûr. Oui, mais du côté français, il y a aussi des auteurs qui ont, comme Prévert, par exemple. Prévert est nul dans le titrage, en fait. C'est un super collagiste, il fait des très belles images, et souvent, ces images, le titre, il est purement indicatif, en fait. Donc là, il est pas... Mais là, il est français aussi, hein, donc oui. Voilà. On a quelque chose, on a ce rapport particulier en Belgique, en fait, avec l'image, entre le mot et l'image, évidemment. Et c'est toute la force d'un Magritte, bien sûr. Et le génie d'un Magritte. Hein. Oui, et malgré tout, alors, dans cet entretien que j'ai revu pour l'occasion, tu insistes aussi, malgré tout, sur le fait qu'il doit y avoir une cohérence dans la superposition des images. Il y a aussi le collage peut être tributaire aussi de certaines perspectives, de la lumière. Je suis un prof d'image et donc toute image doit répondre à des critères très particuliers. Et parfois, on se dit, tiens, telle image va très bien fonctionner avec telle autre. Intellectuellement, ça fonctionne bien, mais visuellement, c'est nul. Parce qu'on a oublié la perspective, on a oublié les proportions, on a oublié d'où venait la lumière, etc. Donc, moi, je suis prof d'image, j'y fais très attention. Et les meilleures images les meilleurs collages sont réalisés comme ça. Moi, je suis pas très pour, je sais pas, dans cet état d'esprit, le collage dadaïste, le collage politique. Je suis plutôt dans le collage poétique. Mais il faut que ça fonctionne, en fait. Moi, je dis ça souvent, ça fait rire mes élèves. Mais comme une machine, il faut que ça fonctionne. Voilà. Il faut pas qu'on se dise, bah oui, mais au niveau des proportions, bof, bof, et puis au niveau de ta lumière, tu as oublié ceci, cela. Une bonne image, elle vous saute aux yeux, en fait. Voilà. Vous avez essayé de plusieurs recettes, et puis vous vous dites, ouais, c'est pas mal. Hein, mais quand on se dit ça, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment. Et puis tout d'un coup, au-delà du sens aussi, hein, parce que je ne cherche pas un sens. Je pense qu'il ne faut pas chercher de sens. Hein. Ça vient tout seul, et puis ça marche, parce que la lumière est la même dans les deux images, et ça fait corps, en fait. Voilà, ça fait corps. Donc on est parfois aussi surpris par nos trouvailles, en fait. Voilà. Il ne faut pas chercher à trouver. C'est ça, oui. Voilà. Il faut se laisser... Mais se laisser surprendre aussi. Surprendre et manipuler beaucoup d'images pour qu'il y en ait une bonne de temps en temps, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, alors, si j'insiste là-dessus dans le parcours, on va arriver au livre, c'est parce que pour suivre un peu le parcours de François depuis quelques années, il y a une cohérence dans ce travail à la fois de plasticien, hein, si on peut dire ça, et le travail d'écriture qui petit à petit a mûri, me semble-t-il, chez toi, pour arriver à aboutir à ces deux textes qui sont récents, oui. 2024-2025. C'est intéressant ce que tu dis, parce que même physiquement, en fait, quand je prends ce genre de format, les petites plaquettes, il ne faut pas que ça déborde, en fait. Le texte ne doit pas déborder. Donc, c'est au centimètre que ça se fait. Et je continue aujourd'hui à pratiquer comme ça pour mes poèmes, en fait. À un moment donné, je m'arrête. Je ne m'arrête pas à la rime. Je ne m'arrête pas à l'assonance. Je m'arrête parce que je sens que je vais un peu trop loin. Mais la phrase suivante, elle n'ira pas plus loin. Donc on est dans une espèce de cohésion intellectuelle, évidemment, mais une cohésion aussi physique, en fait. Et je remarque, c'est Muriel Verard chez CFC qui m'a fait remarquer ça, qu'au départ, c'est très physique, en fait. Voilà. Comment se pose la question aussi de comment composer un texte formellement. Voilà. Avant, on était dans les sonnets, les alexandrins, etc. Ça allait tout seul. À un moment donné, dans la poésie libre, dans le vers libre, quand est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête parce que on s'arrête au souffle, on s'arrête à l'oreille, on s'arrête. Moi, je m'arrête physiquement. Je m'arrête à un moment donné. Voilà, je vais pas plus loin. Voilà. Je vais pas dans l'eau, je vais jusqu'au bord, en fait. Voilà. Et puis le reste de mes textes suit, mais je me donne une espèce de mantra, comme ça, une espèce de rythmique visuelle qui, j'espère, fonctionne. Ensuite, je vais un peu plus loin. Au-delà de cet aspect physique, il faut que ça sonne un minimum quand même. Mes premiers textes, je ne me préoccupe pas du tout
de la musicalité, parce que je les lisais pour moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, lire ça tout haut, ça fonctionne pas tellement en fait, ou ça n'a pas d'intérêt de lire ça tout haut. Dans mes derniers textes depuis 2-3 ans, j'accorde pas mal d'importance à cette assonance, à ces vers, à ce que ça sonne en fait. Voilà. Mais bon, c'est à force de pratiquer qu'on se rend compte ce genre de choses. Alors on va vous lire deux, trois extraits parce que effectivement parler comme on le fait comme ça de manière abstraite et de poésie, etc. On va voir que c'est du vers libre, que il y a effectivement une musique, mais que ça coule littéralement. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Simplement, peut-être aussi rappeler que ces textes, est-ce qu'ils ont été composés d'une traite ou bien est-ce que c'est aussi des assemblages de textes que tu as compilés? Ce sont des assemblages. Par exemple, les premiers textes publiés à l'Anki Butin, ça s'appelait Lieux dits parce que c'était vraiment des lieux vécus. J'écris sur le motif, en fait. J'écris, voilà, quand j'écris dans le borinage, j'écris sur le motif. Quand j'écris à la mer, j'écris sur le motif. Et donc, c'était une espèce de compilation. Ça n'allait pas plus loin. Voilà, compilation de tas de voyages, accordant autant d'importance à un voyage à la Louvière en train qu'à New York en avion. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, il peut y avoir autant de merveilles dans un bled que dans une ville très très connue. Et puis ça a continué comme ça. Le Regina Maris, c'est un peu une compilation de vieilles notes illustrées des années 90. Tandis que Joyeuse Entrée, c'est vraiment une commande de chez CFC Éditions. Et c'est bien tombé, parce qu'après avoir habité 35 ans à Bruxelles, je suis reparti pendant le Covid dans mon borinage natal. Donc voilà, au fin fond du Hainaut. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'écrire quelque chose sur mes 35 années vécues à Bruxelles. Évidemment, pas raconter ma petite vie qui n'intéresse personne, mais parler d'endroits particuliers, parler de lieux dits aussi, bruxellois, qui restent encore à découvrir, à les fureter autour du site de l'Expo 58. Voilà, rentrer dans une église, il y a une église baroque magnifique en plein milieu de la rue Neuve. Y rentrer, raconter quelque chose là-dessus. Vous allez rire, mais je connais assez bien Bruxelles, mais tout à l'heure je me suis perdu dans le quartier et je suis tombé devant l'église Saint-Joseph. C'est hallucinant. Je me croyais en Italie ou à Lisbonne en fait. Je ne connais pas cette église. Elle est entourée d'aluminium et de béton et d'horribles immeubles comme on en voit ici dans le quartier. C'est une magnifique église du 19e siècle. J'ai hâte de rentrer dedans et d'écrire quelque chose là-dessus. Voilà. Donc c'est très vaste. Il y a pas mal de concerts aussi. Moi, un de mes endroits préférés à Bruxelles, c'est Forêt Nationale, par exemple. J'aime beaucoup. Mais c'est en même temps le pavillon des passions humaines de Jeff Lambeau dans le parc du Cinquantenaire. Voilà. Donc il y a tout un voyage comme ça dans des endroits que j'ai arbitrairement choisis, qui ne sont pas trop connus non plus. Voilà. Et ne pas trop jouer sur le côté curiosité, qui n'aurait pas de sens. Je dois quand même emmener mon lecteur. Hein, je ne dois pas le perdre, ça j'y fais toujours attention. Même si on sait que mon lecteur, il a plus mon âge que 20 ans, c'est sûr. Voilà, mais voilà. Oui, on va continuer à en parler. Mais il y a tout l'aspect effectivement aussi nostalgique, mélancolique. On va y venir. Mais on parle de ces lieux-là que tu connais, que tu as arpentés dans Bruxelles, qui sont donc effectivement le ferment de cette joyeuse entrée. Mais tout ça entremêlé du quotidien, du concret aussi, de ce que tu as pu vivre en tant qu'adolescent. Oui, disons que j'arrive ici à Bruxelles pour mes études, donc j'ai 18 ans. Donc je ne suis pas un ex-bruxellaire, hein, un natif de Bruxelles, donc je n'ai pas de nostalgie par rapport à cette ville, mais peut-être une nostalgie de mon jeune âge adulte des années 90 peut-être. Voilà. Donc j'ai pas mal vécu, pas mal rencontré de gens. C'est la grande époque pour moi du chalet de haute nuit, mon ASBL, à Saint-Gilles, à XL, etc. Mais il n'y a pas vraiment de nostalgie, c'était très vécu en fait. Voilà. Au contraire de Regina Maris, où je vais rechercher, de manière complètement absurde et naïve, mon enfance, en fait. Voilà, c'est ce lieu merveilleux
qui ne l'était sans doute pas, que je surestime sans doute beaucoup, qui étaient ces vacances à La Panne dans les années 70. Voilà. Et y retourner et voir si les choses sont toujours là. Alors évidemment, les choses en général sont parties, malheureusement, mais quand vous retrouvez quelque chose, c'est fantastique en fait. Vous retrouvez un café qui n'a pas bougé, le marchand de jouets dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pas tellement bougé non plus. Vous retrouvez des choses. Voilà, et j'accorde beaucoup d'importance aux choses, aux lieux qui disent quelque chose en fait, qui ont une patine, qui parlent en fait. J'ai un petit peu du mal avec le flambant neuf en fait. J'ai un peu du mal avec les choses et les lieux qui n'ont pas d'histoire en fait. Et quand on en retrouve un, c'est du fétichisme. Hein. C'est vraiment retrouver un morceau de bunker sur une plage de Coxide. Ça, c'est stupide, mais c'est ce morceau de bunker que j'ai rapporté. C'est un morceau, comment dire, c'est une partie importante de mon musée du souvenir en fait. Voilà. Où à un moment donné, ils étaient en train de faire tout le dallage de la digue d'Ostende. Ben, je me suis empressé de piquer des morceaux de carrelage, évidemment, voilà, qu'ils allaient jeter, voilà, et, pour les ramener chez moi et faire une espèce de mausolée comme ça d'un Ostende ancien. Mais ça, c'est le côté aussi collectionneur, hein. C'est le côté aussi vouloir collectionner. On est dans le même état d'esprit aussi. Oui. De ce compilage. La force des choses, et je me rends compte depuis que j'écris que j'essaye de sauver des morceaux du naufrage en fait. Oui. Moi, le monde a fait naufrage depuis un bout de temps, et j'essaie pas de recoller les morceaux, enfin j'aimerais bien, mais en tout cas de retrouver des choses. Voilà. Oui. Cette cuillère du Titanic qu'on retrouve là, voilà, ça doit être extraordinaire de retrouver une cuillère. Ils en ont retrouvé d'ailleurs. Hein. Du Titanic. Cette cuillère du Titanic dit tout du Titanic, dit tout de cette aventure du Titanic. Voilà. Mon petit morceau de bunker dit tout d'une partie de mon enfance à la mer, quand j'allais jouer dans ce bunker avec mon père, par exemple. Donc il y a cette espèce de force de gris-gris hein, de ces objets, presque. Alors effectivement, non, mais ce qui est assez fascinant, c'est que, bon, voilà, on est à peu près de la même génération, et donc quand j'ai découvert ce livre, Regina Maris, avec une préface d'ailleurs d'un ami commun, il se fait que le Regina Maris, le titre du livre, c'est le nom d'un hôtel qui aujourd'hui a disparu et où je suis également allé à La Panne avec mes parents à l'âge de 6-7 ans. Et donc, en lisant ton texte, il y a aussi ça, je veux dire, chez le lecteur, des souvenirs qui peuvent revenir à la surface, d'autant qu'au Regina Maris, il y avait une piscine avec cet hippocampe qui crachait de l'eau. Bon, soit. Mais ça, vous lirez dans le texte. Moi, je voudrais qu'on lise peut-être un extrait, pour revenir à Bruxelles un instant, de Joyeuse Entrée. Je ne sais pas si tu veux le lire ou... Moi, mais j'avais pris ça justement sur l'ergue, jusqu'ici peut-être, qui s'intitule « Au-dessus du dial ». Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, le dial. C'était une sorte de... Un discount. Un discount. Alors c'était marrant parce que à l'ergue, on se l'a joué très contemporain, mais en même temps, on avait nos ateliers au-dessus du dial. Donc une espèce d'Aldi d'il y a 30 ans. Voilà. Et c'était assez rigolo. Donc, on est dans une école d'art contemporain, et je commence comme ça s'appelle Au-dessus du dial. Et je dédicace ça pour toutes celles et tous ceux. Et ça commence comme ça. Au-dessus du dial, un magasin discount où l'on allait le midi acheter des imitations de coca ou des bières qui donnent mal au crâne, des vrais chips aux pickles et des gaufres au sucre, il y avait l'ERG, l'école de recherche graphique, où personne n'a sans doute jamais vraiment cherché quoi que ce soit de graphique, mais plutôt un moyen de vivre 4 belles années de création avant le service civil. Nous étions de la dernière levée, et puis plus tard, on verrait si l'Office national de l'emploi voudrait bien de nous. À l'ERG, il y avait des jansénistes forcément minimalistes, des brotarciens fidèles, des fidèles de Joseph Beuys, des intégristes du monochrome, des pratiquants du carré blanc sur fond blanc, des nostalgiques de Cobra égarés dans ce département des aigles, des espions de la Cambre et de l'Académie des Beaux-Arts, des poètes postmodernes et des conceptuels sans concept, situationnistes sans situation, surréalistes excommuniés,
des littéraires qui avaient envie de mettre des mots en images, des plasticiens, des images en mots, enfin, bref, toute une génération de nouveaux Livingstone, des luxuriantes et mystérieuses jungles adultes, et qui se retrouvaient le jeudi soir dans tous les vernissages des galeries de la capitale. Souper chez Easy Brachot, les cacahuètes y étaient fines, le mousseux fameux, qui finement s'emmerdait chez Mère Triou, n'osait aborder Roy Lichtenstein s'ennuyant au buffet garni du Palais des Beaux-Arts ou prenant notre courage à deux mains, je termine, pour aller discuter avec Harald Zeeman de notre idée de la Belgique visionnaire après celle de l'Autriche, etc., etc. Donc je raconte un petit peu tous les gens étonnants qui avaient à l'Ergue, c'était des gens en général qui avaient été refusés des autres écoles en fait, hein, voilà. Et c'était pour illustrer aussi le fait que des littéraires qui avaient envie de mettre des mots en images, des plasticiens, il y avait finalement ce rapport-là. Ce qu'on nous demandait à l'Ergue, c'était de créer en fait, tout simplement, de créer, de faire quelque chose au bout de 4 ans et de voilà, c'était très particulier et je m'y suis bien retrouvé. Alors, par contre, effectivement, tu parlais que finalement, tu es pas trop nostalgique, mais par contre, tu épargnes pas toujours Bruxelles, évidemment, dans le texte. Hein, parce que je n'ai jamais compris Bruxelles, en fait. Quand je suis arrivé, on saccageait tout le bas du côté du goulot de Louise, en fait. Hein, on saccageait tout le bas de la chaussée de Charleroi, par exemple. Hein, voilà, ça, c'était un paysage en guerre, en fait. Hein, c'était, voilà, avec ce stupide façadisme où tous ces gens oublient qu'une architecture, c'est un corps, en fait, avec des ossements et des organes. Hein. Si vous enlevez les organes, le corps, il est foutu. Et donc, le façadisme, c'est ça, en fait. Ouais, tu écris « Bruxelles, tu n'es plus qu'une façade, tu vis depuis trop longtemps avec ce corps sans organes. » Mais oui, et le quartier ici, évidemment, là, un exemple parfait de... Voilà, c'est clair. C'est choquant quand on arrive de notre province, je trouve, de voir, et qu'on s'intéresse au patrimoine, de voir que tout ça n'a encore aujourd'hui pas beaucoup d'importance, en fait, pour ceux qui s'occupent de notre patrimoine bruxellois. Et Bruxelles, évidemment, c'est un cliché, mais c'est un des exemples européens fameux. Oui, alors, je voulais peut-être qu'on insiste aussi sur, on l'a peut-être entendu ici, mais sur cette idée de collection dont tu parlais. Il y a dans les textes de François cette volonté aussi d'accumuler des noms, des noms propres, des références à des auteurs qui pour la plupart aussi, on fait partie des influences, mais des noms de lieux, des noms d'endroits, des noms, et donc il y a une accumulation comme ça qui procède aussi, me semble-t-il, de cette écriture parfois presque lancinante, mais qui donne ce côté très visuel aussi à tes textes. Oui, disons, il faut que le lecteur s'y retrouve, en fait. Donc, c'est assez précis au niveau des lieux et c'est assez précis au niveau des gens que je cite. Ça, oui, voilà. Pas pour faire du name dropping, comme on dit maintenant, mais pour emmener les gens avec moi, en fait. Moi, j'imagine pas Ostende sans Ansor, sans Spiliart. J'imagine pas Bruxelles sans Odilon Jean Perrier, Marcel Lecomte, Marcel Brotard, René Magritte et tout cela. Je suis obligé de les emmener avec moi. Et en les emmenant, ça suscite sans doute des tas d'images chez le lecteur. Voilà. À un moment donné, je vais voir où a terminé sa vie Christian d'Autremont, quand même un des fondateurs, le fondateur, on pourrait dire, du groupe Cobra, dont on ne peut pratiquement rien visiter ici à Bruxelles, j'ai l'impression. Hein. Le musée d'art moderne est fermé. Dans les collections de la ville, il y a du Cobra, il y a des Yorn, il y a des Elchaski, etc. Mais on ne sait pas où ils sont. Apparemment, ils ne seront pas repris dans la collection Canal. Donc, on se demande où est ce patrimoine, en fait. Hein. Le 10 rue de la Paille, qui était le quartier général de Cobra, a été abattu. C'est d'ailleurs la seule maison du 10 rue de la rue de la Paille, tout près du Sablon, qui a été abattu. C'est extraordinaire, quand même. On le fait exprès, quoi. Voilà, c'est pas possible, ce truc. Voilà, donc, voilà, je parle de ce Bruxelles, cette Bruxelles, parce que pour moi, c'est
elle est féminine, hein, cette Bruxelles qui s'autodétruit en fait, qui se saccage depuis 100 ans, qui n'a pas vraiment le sens de son patrimoine, qui est une espèce d'éléphant dans un magasin de porcelaine perpétuelle en fait. Voilà. Il y a plein d'exemples contemporains, le Palais du Midi par exemple. Hein. Bon, on le détruit à moitié, puis on se dit qu'on va peut-être pas construire le métro en dessous, hein, et puis ça devient une espèce de nouveau, de corps sans organes, sans intérêt en fait. Hein. Voilà. Le canal, moi j'ai été très surpris par exemple, ce magnifique bâtiment Citroën 1930, ok, on va s'en occuper, etc. Oui, voilà, et puis je me rends compte que toutes les verrières sont enlevées, reste de nouveau de ce bâtiment Citroën, un corps sans organes, quoi, une dentelle de béton. Voilà, c'est extraordinaire quand même. Hein. C'est bruxellois, j'ai l'impression, c'est dommage, hein, mais c'est en tout cas une de ses caractéristiques, cette espèce de je m'en foutisme perpétuel, quoi. Donc oui, j'ai une dent contre Bruxelles. J'ai une petite dent comme ça. J'ai des amitiés parce que bon, j'ai plein d'amis, etc. Mais tu travailles encore. J'y travaille, mais j'ai une dent parce que c'est pas possible d'avoir aussi peu de respect pour son patrimoine quand même. Hein. Vous me direz, Liège fait pas beaucoup mieux, mais de nouveau, quand on va voir en Flandre, il se passe autre chose, bien sûr. Hein. Ça se passe autrement. En Anvers, ça se passe autrement. À Gand, ça se passe autrement. À Malines. Hein. Alors, si tu permets, je vais lire un petit extrait aussi. C'est le tunnel, oui, justement, parce que on a parlé de personnages. Tu as parlé de Broutard, on parle de Magritte, etc. Mais il y a d'autres personnages qui s'invitent dans la danse de François Liénard. Il y a le grand Jojo ou Annie Cordy. Il y a beaucoup de tunnels à Bruxelles depuis l'Expo 58, on ne se rend pas compte. Hein, et il y a beaucoup de parkings, en fait. Énormément de parkings dans cette ville. Alors, vous vous souvenez de cet incroyable viaduc construit pour aller visiter le monde encore universel, exposé en 1958, un ouvrage d'art qui s'invitait dans les maisons du boulevard Léopold, posait ses grosses pattes d'acier et de béton sur les tables des Bruxellois, dormait dans leur lit et partait chaque matin sans payer la note. Des millions de voitures rayaient les vitres du garage Citroën, place de l'Isère, et allaient s'écraser dans les serres du jardin botanique. Le provisoire a duré 30 ans. On l'a démantelé dans les années 1980. L'État, ne sachant que faire de ces ferrailles, en envoya une volée à la Thaïlande. Bruxelles décida de dissimuler ces kilomètres de bruyante misère en creusant le plus long tunnel du pays, comme elle a le plus grand palais de justice du monde. Cette petite capitale de ce petit royaume est un vrai Dickeneck. Le Bruxellois creuse des tunnels et des galeries, c'est son devenir termite. Il a pioché les tunnels Léopold II, Cinquantenaire, Rogier, Béliard, Montgomery, Reyers, Louis, Stéphanie, pour y ranger ses voitures, les galeries Ravenstein, Matanguay, Bailly, Toison d'Or, Agora, pour y faire commerce abrité de la pluie. Il a muré le passage Saint-Honoré, comme on condamne une galerie de charbonnage pour cause d'épuisement de la veine. Adieu piercing, tatou, disque et fripe. Le temps n'est plus au rock'n'roll. Et quand on s'engage dans le tunnel Léopold II, il faut s'encager à double tour dans sa voiture. Ouvrir une fenêtre serait fumer tout un champ de mauvais tabac. On n'est jamais vraiment sûr de déboucher à l'air enfin libre vers Kuckelberg. Même les taggeurs, amateurs de grosses souillures, ne se risquent dans cette basse fosse. En autant où l'on fait choir les rois de leur piédestal, où la masculinité peut être toxique comme les fumées de ce boyau aux heures de pointe, et où le féminisme n'est plus cet espoir d'une femme qui serait l'avenir de son homme, il fut décidé de le débaptiser. Il s'appellerait désormais Annie Cordy, qui aurait sans doute préféré une salle des fêtes à son nom, plutôt que cette féminine métaphore en forme de trou à rats, où l'on ne fait que passer pour quitter la ville et s'enfouir à toute berzingue et à tombeau ouvert à Anvers, y respirer l'Escaut, ou à Ostende, y assister au dernier spectacle son et lumière offert par la mer du Nord et tout son cabaret. En attendant un paquebot qui voudra bien nous embarquer vers l'Afrique des crabes tambours, des poissons chats et même des singes poètes, ce tunnel, on pourrait aussi le reboucher pour enterrer les polémiques ou en faire le nouveau musée d'art moderne de la ville de Bruxelles. Et toc. Tu l'as très bien lu.
Merci. Écoute, voilà, mais parce que voilà, quand on sent le texte et quand les images sont là. Et donc voilà ce que ça peut donner cette poésie de François ici dans ce Bruxelles. Et j'ai choisi effectivement aussi ce texte puisque la fin nous invite justement à aller du côté de Kuckelberg et à partir vers Anvers, Ostende et la mer, et donc de retrouver ce Regina Maris dont on a déjà parlé un petit peu. Alors, c'est ça que je voulais insister sur le fait que on a parlé du côté très visuel du collage en tant qu'image, qu'entremêlement d'images ou superposition d'images, et c'est ça que je voulais montrer. Dans tes textes ici, on a l'impression que tu déploies d'autres sens, que la poésie, cette rythmique aussi que tu utilises, te permet de déployer d'autres sens, moins frontaux, plus périphériques peut-être, comme on en parlait, l'odorat, qu'on va retrouver beaucoup ici dans ce livre consacré à la mer du Nord, mais aussi, et tu m'en parlais tout à l'heure, c'est Louis. Oui, il y a beaucoup de Madeleine de Proust, hein, donc ça se goûte en fait. Hein, voilà. Quand je pense à la mer du Nord, j'ai cette odeur dans le nez des appartements qui sentent un peu le sable et l'eau de mer en fait. C'est indescriptible, mais ça sent le sable et l'eau de mer, les appartements sur une digue en fait. Ouais. Et puis ça peut être aussi des choses très différentes. Évidemment, il y a le côté culinaire, évidemment, hein, bien sûr, hein, les moules frites évidemment. Mais en même temps, c'est ce goût particulier du hareng qu'on n'aimait pas quand on est petit et puis qu'on commence à aimer quand on devient adulte. Hein, ce souvenir des pommes d'amour en fait qu'on mangeait à la mer aussi, des glaces, des crêpes, des gaufres, tout ce que vous voulez aussi bien sûr, mais des sensations particulières de ce vent à certaines époques particulières, qui est très différent certains matins, qui est très différent à certaines saisons. Donc c'est plus, je dirais, multisensoriel. Voilà. On est dans une nostalgie, donc voilà. Et tout d'un coup, ça vous est arrivé à tous et toutes. Vous sentez quelque chose et vous dites, ça me rappelle terriblement quelque chose, ça. Mais vous ne savez pas mettre un nom dessus. Pour moi, une odeur caractéristique de la mer du Nord, c'est la balle magique. La balle qui rebondit, là. Et il y en avait plein les... Le jokari aussi. Et le jokari, oui. Mais cette balle magique a une odeur particulière de caoutchouc, en fait. Voilà. Et il y en avait plein dans ces distributeurs sur la digue. Cette odeur de balle magique, dont je fais collection, d'ailleurs. Bah ouais. Elle m'évoque vraiment la mer du Nord. Ou cette vieille armoire d'hôtel, en fait. Moi, je suis très, très nostalgique de ces vieux hôtels avec du vieux papier peint, et puis le lavabo était ébréché, mais on s'en foutait, en fait. Moi, je n'arrive plus à retrouver un hôtel comme je les aime, en fait. Ils sont tous sans âme, flambant neufs, gyproqués, plâtrés, blanc ou gris, c'est la mode, hein, c'est blanc ou gris maintenant. Voilà. Et alors, si vous avez un hôtel qui a un peu de gueule, ben vous aurez 0 sur TripAdvisor, hein, parce que c'est pas bien, parce qu'il faut le confort de tous, et le confort l'emporte sur le culturel, je pense, aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai en tête ces vieux hôtels, parce que le Regina Maris, c'était pas chic non plus, hein. Non, bien sûr. Tu vois, tu te souviens, c'est une pension familiale, famille, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Avec encore une partie années 30 qui était très chouette, avec des vieux tapis, des vieux papiers peints dans lesquels on voyait des choses, hein, dans le papier peint. On imaginait plein de choses, hein, voilà. Voilà, tout ça n'était pas très isolé, hein. Voilà, et tout ça était très, très différent d'aujourd'hui. Alors, c'était mieux hier. Oui, pour moi, ce genre de choses était mieux hier, bien sûr. Moi, j'ai pas envie d'aller dans un hôtel qui est le même à Paris, au stand ou au fin fond des États-Unis, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc, malheureusement, c'est vers ça qu'on tend. Ouais, donc je lutte aussi contre, avec toutes mes particularités, contre une espèce d'uniformisation du monde qui s'est accélérée ces 20 dernières années, très fort. Hein. Alors, juste pour vous, voilà, dans la préface, dans la petite préface de Jacques Darras au texte de François, il écrit ceci, justement pour rappeler cette idée du multisensoriel. François Liénard applique un filtre à sa mémoire avec la minutie d'un pêcheur de crevettes, triant les crustacés et du sable qui les entourent, avant de les jeter au court bouillon de ces bouillonnantes images.
Voilà, c'est le ton, me semble-t-il, là, résume très bien. Il y a beaucoup à boire et à manger dans mes... Il y a beaucoup à boire, à manger, ça tombe bien, on est au dîner littéraire bruxellois. Parce qu'on mange beaucoup, on boit beaucoup, on fume beaucoup. Bon, mais alors on fumera pas ici dans la salle, mais on va boire et manger bientôt. Ouais. C'est parfois un peu gras, il y a pas mal de graillons, voilà, il y a pas mal de vieilles bières. Pour moi, la mer du Nord est associée à la Rodenbach. À la Rodenbach que buvait ma grand-mère, cette bière un peu sûre et brune, là, hein, vous voyez, c'est lié à de la nourriture, mais aussi à de l'alcool aussi. Au vieux bistrot. Les vieux bistrots. Ma première cuite, entre guillemets, je devais avoir, je sais pas, 8 ans. C'était un jour de Nouvel An où on distribuait à tout le monde des mignonnettes d'alcool, en fait. Et personne ne regardait qui prenait ces mignonnettes. Et puis les gamins, ils prenaient les mignonnettes et puis ils les éclusaient dans les corridors. C'était une autre époque, hein. Même chose pour les cigarettes. Alors voilà, ça a un peu changé, évidemment, aujourd'hui. Voilà, pour une question de santé. Je ne vous l'ai pas dit, mais je ne veux pas jouer le sentiment. Mais j'ai eu un AVC il y a 1 mois et demi, donc on a failli pas se voir. Hein. Voilà, donc pour moi, adieu cigarette, adieu. Donc j'ai une vie plus saine. Mais ça va, hein, vous voyez, j'ai pas trop de séquelles. On lit un petit extrait. Oui, volontiers, oui. Tu le lis? Tu veux celui-là? Ouais, je sais pas où, choisis. Je ne sais pas si non, il est très... Non, ouais, ok. Ouais. Joyeuse entrée. Ben, je cite beaucoup de gens. Hein. Voilà, par exemple, ça c'est rigolo aussi. Je cite par exemple ce fameux jingle qu'on entendait lors des courses à la mer du Nord. Pardon. Excuse-moi. Non, mais je comprends ça. Désolé. Pendant les courses, d'ailleurs, ça a été supprimé maintenant depuis quelques années. On entendait dans les courses ce fameux jingle qui était Rodania, ta 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 ta, qui est d'un certain Manfred Haïbi. Voilà, je ne sais pas qui a inventé ce jingle. Donc je cite ça, je cite le Grand Jojo, parce qu'il faut toujours citer le Grand Jojo. Je cite New Order et Echo and the Bunnymen, parce que c'est des souvenirs de vacances adolescents, au Seaside Festival, au tout début de la New Wave, en fait. Donc tout ça, c'est... Voilà, ben, c'est vrai que je peux lire cette partie-là, si tu veux. Hein. Ça s'appelle Joyeuse entrée, parce que c'est un peu l'histoire d'un gamin qui fait cette joyeuse entrée tout jeune, le jeune wallon qui va découvrir la Flandre et qui fait cette joyeuse entrée comme s'il découvrait la Lune, en fait, parce que c'est très particulier, hein, toutes ces étendues de polders et de plages et de dunes, c'est particulier. Alors, ça commence comme ça. C'est plutôt de la prose. Hein. Alors, dans les prairies inondées, les calvaires sont des balises. Au sortir du polder, un lion de lin nous indique le chemin vers la Flandre. Ce pays voisin, mieux rangé, dans la boue lumineuse, nous sommes à quelques coups de nageoire de Furnes que nous ne visiterons sans doute jamais. L'on revient à la mer comme on va se recueillir une dernière fois sur la tombe de son enfance. Le cœur toujours tellement lourd de toutes ces eaux usées, mal usagées, cette éponge rouge qui salit toujours tout alors qu'on venait une fois encore de faire le ménage dans ses souvenirs. Au temps où l'on allumait de grands feux sur les toits plats des robustes églises, des polders, pour guider des bateaux, à l'époque des géants de Purmeek, on n'avait pas encore inventé des idées comme enfance, nostalgie ou crêpe au sucre. Empruntant l'obligatoire national, on passait devant la barque à Jack, d'ensigne à l'orthographe incertaine, logée dans un improbable bateau, avant de déboucher sur la grande place d'Ypres qui faisait notre émerveillement, malgré ses façades gothiques plus jeunes que nos grands-parents. À une époque où était répertorié, sur de grandes cartes qu'on dépliait, un collage de pays divers et variés, comme une entrée de crustacés ou une assiette anglaise et qu'on appelait alors le Benelux. La Panne est le premier village de la première joyeuse entrée d'un souverain sur le sol de notre premier royaume. C'était avant-hier ou à peine, mais vu de la plage, c'était historique. C'est ici que le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha foula le 17 juillet 1831 et pour la première fois, encore la terre du nouvel État belge et indépendant. La Panne demeure ce sable vierge, ce nouveau monde minuscule, ce protectorat un peu ridicule.
Vers 1900, cette colonie se prenait pour un village de western, attendant une ruée vers un nord neuf. Quelques centaines de Wallons et de Flamands bâtissaient ensemble sur la mer une façon de vivre, le regard perdu dans un désert familier. Les Wallons découvraient les oyas, les chiens-dents, les argousiers, les fascines, une flore exotique poussant dans une même langue, aux accents plus ou moins sablonneux. Sur les cartes postales bleu de gris, le grand hôtel de l'océan est ce repère de vieux fantômes, aux parois gravées à jamais de cauchemars. Des soldats abasourdis du front de 14-18, les viscères en main, la tête dans les gaz, hantent ce Westhoek de béton et de verre. Cette guerre civile et architecturale, il faudra arpenter les dunes encore une fois, la 1000e, pour retrouver, ne fût-ce qu'une pierre, de ce bastion de larmes où trouver refuge notre humanité. Ça, c'est l'intro du texte. Oui, voilà. Alors, c'est toute cette mémoire qui est ravivée. Alors, juste, il faut quand même stipuler que tu ne parles pas que de la panne, bien sûr. Attends, tu as... Ah oui. Bon, excusez-moi, je suis toujours au rouge. Mais donc, effectivement, tous ces souvenirs qui sont ravivés au fil. Et puis les textes, on a l'impression ils ont été écrits presque dans le tram, quoi, entre Knock et La Panne, quoi. C'est à peu près ça, en fait. C'est écrit sur le motif, comme on dit. Hein. Ouais, donc, c'est ça. vraiment, voilà. Donc, je me renseigne un peu vaguement sur Google Maps avant d'y aller. Mais je n'ai pas de smartphone. Et donc, je vais voir et je prends des notes, je prends des photos et c'est vraiment écrit sur le motif. Et après, je ponce, je reponce et puis en même temps, je rajoute aussi des souvenirs. J'imagine Magritte, là, qui est en vacances avec Skutner et toute la famille surréaliste à Coxyde à un moment donné. Et je les imagine et puis après, je passe mon chemin. Et puis, tout ce qui est écrit, c'est vérifié en fait. Hein. Donc, je suis dans d'autres temps. Par exemple, dans superposition de temps. Hein. Oui, dans Joyeuse Entrée, je m'imagine dans un café, un estaminet à Bruxelles avec Bruegel en fait. Voilà, et Bruegel qui est là aujourd'hui, maintenant en fait, et qui se désespère que on ne peut plus fumer à Forêt Nationale, on lui a refusé l'entrée au Palais des Beaux-Arts parce qu'il ne fait pas des performances d'art contemporain, voilà, des choses comme ça. Hein. Et donc voilà, mais vous voyez, c'est ça qu'on a voulu, que j'ai voulu montrer aussi, c'est cette superposition finalement de cartes postales, ces collages-là qui permettent cette transversalité aussi à travers la chronologie, à travers le temps, et qui permet cette poésie visuelle finalement, hein, qui est à la fois dans le collage, mais à la fois aussi dans les métaphores que tu utilises, oui. Et dans ces télescopages d'images que tu nous renvoies ici. Peut-être juste encore citer La Panne, c'est partir pour des kilomètres d'errance. Peut-être qu'au fond, l'horizon n'est qu'une peinture qu'on s'invente et qu'on y met ensuite beaucoup trop de littérature. Ça, c'est super. On s'invente beaucoup de choses, en fait, bien sûr, parce que mon enfance, comment je l'ai vécue, je n'en sais plus rien, en fait. On a tendance à enjoliver tout ça, voilà. Alors, avec mes parents, c'était pas génial, hein. On s'engueulait beaucoup. On partait en vacances avec la grand-mère, hein. C'était lourd tout ça, hein. Plus le chien, et puis c'était beaucoup d'engueulades aussi. J'étais un fils unique aussi, et donc c'est beaucoup d'attention à un fils unique qui n'en demande pas autant. Donc tout ça n'était pas merveilleux, mais je pense qu'au niveau des lieux, c'était merveilleux en fait. Voilà. Je me souviens de ces pédiluves là, au stand, là, dans une architecture, ces sanitaires art déco, jaune paille comme ça en faïence, là, c'est formidable ce truc. Je me souviens des bunkers, je me souviens de toute une architecture de guerre aussi. Moi j'aime bien le tourisme de guerre. Hein. La guerre, quand on la met au musée, c'est mieux que de la faire. Donc voilà, je suis assez friand de tout ça. Et puis tous ces restaurants et tous ces cafés, quand il n'y avait pas l'AFSCA peut-être, hein, et qu'on pouvait un petit peu faire un peu ce qu'on voulait, manger un œuf dur sur le comptoir. Aujourd'hui, on ne peut plus manger d'œuf dur sur le comptoir, parce que c'est hyper dangereux, évidemment. Ah oui. Parce qu'on est dans une époque de sécurité, bien sûr. Manger un œuf dur sur un comptoir d'un café, on n'y pense même plus. Hein. Oui. Bientôt, on ne pourra même plus fumer sur les terrasses. Donc, mais alors, oui, effectivement, j'apprends des choses. Donc,
peut-être que j'étais également fils unique et donc peut-être que n'allait au Regina Maris que les fils uniques. Les fils uniques. C'était un hôtel de fils uniques. Mais voilà, alors peut-être que et aussi cette enfance-là, finalement, le texte est aussi pour peut-être s'en débarrasser à un moment ou à un autre. Peut-être. Même si elle est... S'en débarrasser, mais en même temps, elle est là, elle colle. Hein, elle colle bien. Elle colle, mais on n'est pas naïf. Hein, donc on n'imagine pas que c'était le paradis absolu, etc. Et évidemment, l'histoire du poulet qui était toujours mieux hier, c'est pas vrai non plus, quelque part. Mais moi qui suis très visuel, c'est collé au fond de ma rétine, en fait, tout ça, bien sûr. Et je pense qu'on est dans une époque où on est dans le flambant neuf, où on oublie beaucoup, on saccage beaucoup cette histoire, on remet en cause aussi l'histoire, on remet en cause un patrimoine. Qu'est-ce qu'un patrimoine ? Je suis assez curieux de voir ce que la Belgique va nous pondre pour le bicentenaire de notre pays. Hein. C'est bientôt, hein, 2030, voilà. Là, j'ai un projet aussi de compilation de textes qui dirait ce pays, en fait, hein, ce royaume, je ne sais pas, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je ne sais pas encore par quel bout le prendre, en fait. Oui, mais donc effectivement, on a un peu l'impression que maintenant que la machine de l'écriture est lancée, depuis la pandémie, je suis revenu dans mon borinage natal, qui est mon borinage des anciens charbonnages, où je suis né, et puis ça fait 4 ans que j'écris sur le charbon, parce qu'il en reste, hein. Et cette région qui est très particulière, en fait, qui ne ressemble à aucune autre. Et le texte s'appelle Dernier charbon. Et ça fait quand même 200 textes, hein, donc ça commence à devenir assez costaud. Et voilà. Je pense à quelque chose, Ronnie. Tu parles de collage. Il y a un texte qui est vraiment un texte de collage. C'est le texte sur le grand Jojo. Ah, bien sûr. Je l'avais sélectionné. Si tu as envie de le lire ou... je sais pas, Attends, qui s'appelle comment d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, bien sûr. Oui, je l'avais mis. Alors, effectivement, on pourrait terminer avant le repas avec ce texte-là. Moi, j'avais retenu Annie Cordy, mais il y a le grand Jojo également. Mais oui. Alors, on aurait pu terminer avec les moules. Oui, on peut. Bon. Parce que donc, il y a une sorte de fil rouge, notamment dans le travail aussi de François, à la fois dans les collages et dans les textes, c'est la référence à la moule, qu'on va retrouver dans Joyeuse Entrée, dans Regina Maris. Mais on peut lire le texte, effectivement. Sur les moules ? Ouais, ou le grand Jojo. Je ne sais plus comment il s'appelle, en fait. Je l'avais noté. On a mis le texte sur les moules. Ouais, vas-y, ok. Le grand Jojo. Ouais. Alors. Sur les moules, je l'ai ici. Ah, merci. Voilà, c'est un petit peu un texte un peu à la Francis Ponge. Vous vous souvenez du parti pris des choses, hein. À un moment donné, je me dis, je vais écrire sur l'eau. Je vais écrire sur ces fameuses moules, hein, qui sont quand même nos emblèmes. Il y a Marcel Brotars là-dedans, il y a toutes ces histoires. Et il y a simplement l'histoire de se souvenir qu'on allait manger des moules avec mes parents à la mer. Moule, ça s'appelle moule. C'est un caramel mou au blouson de cuir, d'un noir bleuté, comme on en voit dans les toiles de Manet. Jusqu'où peut-on aller dans l'outre-mer sans sombrer dans la nuit ? C'est un chevalier des mers à l'armure caillouteuse, un caoutchouc aux chairs féminines et glaireuses, un galet qu'on lance dans l'océan du Midi lorsqu'on a faim d'aventure. Un drôle d'animal qu'il faut apprivoiser et qu'on apprend à manger quand on commence à saturer des sucres de l'enfance. Une fois ou deux, pendant les vacances, on allait en famille la rencontrer, elle et toute sa dynastie, à la Bonne Assiette, sur l'avenue de Nieuport. Quand arrivait le monticule noir humide et fumant, on transpirait à l'idée de devoir engouffrer le kilo de bestioles encagées dans leur casserole. Celles emprisonnées dans leur coquille, il ne fallait pas y toucher et les laisser dans leur tombeau, leur mausolée de poche. Restait quand même des dizaines à ouvrir et engloutir, une à une, pendant tout le dîner, disons toute une éternité. Il faudrait encore attendre ensuite 2 ou 3 heures avant de retourner se baigner. Manger des moules est tout un savoir-faire. Pas besoin de trident ou de couteau. Avec la première moule, vous enchâssez la moitié de la coque entre les dents d'une fourchette et vous avez votre cuillère pour boire le jus. Une coquille vide servira de pince pour prendre la bête dans son repère.
et le monceau de frites qu'on sert en su. Ma mère aimait renforcer l'édifice avec une épaisse tartine de beurre. Mon père, avec un esprit de fantaisie, entreprenait d'en mêler les coquilles et d'en faire un objet, un bidule, un collier, ce qui amusait la tablée et arrangeait aussi les serveuses qui devaient débarrasser. Les moules ne venaient pas de la Panne, mais sans doute de Zélande ou bien d'ailleurs. Mais quand on vient à la mer, c'est aussi pour s'inventer des histoires. De coquillages, de crustacés, de marins et de pêche en Islande. La nappe était en papier blanc, on pouvait dessiner dessus. Elle est maintenant toute grasse, encombrée des reliefs du repas qu'on emporte avec soi pour s'en souvenir dans le futur. J'arpente l'avenue pour retrouver ces fritures. Le restaurant s'appelle peut-être maintenant la Chaloupe ou la Coupole. Ma mère m'assure que le restaurant était sur la digue. Je dois confondre avec l'assiette au beurre sur l'avenue. La bonne assiette devait être alors à la place du Beaulieu, du Saloon ou du Mirage. Ça ne s'invente pas. De ces restaurants où se retrouvaient des générations d'estivants, n'en reste pas une carte postale. Peut-être quelques diapositives, des polaroïdes oubliés qui jaunissent dans les tiroirs et les greniers. Et tous ces gens disparaissent dans les eaux troubles des images. Je regarde à travers les fenêtres, mais je ne reconnais le décor ni personne. Le personnel a-t-il sans doute changé depuis toutes ces années? Le patron a repeint les murs en blanc, remplacé les luminaires. Les papiers peints qui enluminaient les repas ne sont plus à la mode. Je revois ma grand-mère siroter sa Rodenbach. Le chien bien sage au pied de mon père, traçant des plans sur la comète et construisant dans sa tête des châteaux en Espagne. Après avoir loué tout ce temps une chambre à l'hôtel Regina, au centre de l'univers des vacances, mais on ne lui en demandait pas tant. Manger des moules à la mer était déjà épatant. On s'en souviendra jusqu'à la fin des âges. Voilà. Merci. Alors j'ai retrouvé le texte de Grand Jojo. Il est assez court. Ouais. Je vais le lire. Ça c'est un vrai collage en fait, parce qu'on se moque toujours du Grand Jojo, mais moi je me souviens d'un concert du Grand Jojo, place du Jeu de Balle, il y a un sacré bout de temps. C'était quand même quelque chose. Et les rockers ils aiment bien le Grand Jojo. Et je me souviens de fêtes assez dingues où on chantait le Grand Jojo. Et j'ai jamais trouvé le Grand Jojo vulgaire, moi. C'est un chanteur populaire. C'est pas lui qui écrivait ses textes, ni sa musique. C'est toujours la même chose. C'est écrit sur un comptoir, ça se voit. Mais en même temps, je me suis dit, je vais prendre le meilleur du Grand Jojo et en refaire un poème. Donc c'est vraiment un collage. Vous allez reconnaître des chansons. Et ça s'appelle... De Bruxelles à Zanzibar. Quand la lune se lève à Zanzibar, tout le monde est à sa fenêtre. C'est beau, c'est quelque chose à part. Les gladiateurs dans l'arène passent avec des sandwichs au boudin noir. Un Allemand est tombé de son Messerschmitt. On l'a trouvé en haut de la tour Eiffel. Il pendait, accroché avec ses bretelles. Une fille fait des macaronis dans une fabrique de spaghettis. Il y a de petites fleurs sur ses jartelles, mais qu'elle est belle dans sa chemise en flanelle. Un sergent est une vraie vedette à la trompette, mais les muscles de ses bras, c'est comme du nougat. À Valencia, les Espagnols qui ont des crolles vont dans leur lit sans pyjama. À la Légion étrangère, on traverse tous les jours le désert. Quand il n'y a plus d'essence dans le dromadaire, on achète un collier en plastique pour sa mouquère. Popeye a de la dynamite dans ses souliers. Les petites boules, c'est pour la toux. Pour les oreilles qui fument et les corps aux pieds. Il y a la mer, il y a le sable et plein d'autres choses encore. Rien de plus formidable que la mer du Nord. Les gladiateurs dans l'arène passent avec des sandwichs au boudin noir. Quand la lune se lève à Zanzibar, tout le monde est à sa fenêtre. C'est beau, c'est quelque chose à part. Voilà. Bravo, le Grand Jojo. Voilà, c'est un beau poème dadaïste en fait. Hein. C'est bien foutu, c'est populaire, mais en même temps, c'est une écriture assez surréaliste en même temps. Hein. Ces histoires du fin fond du monde, c'est fou. Voilà, mais on va rester sur les moules pour annoncer le repas. Et puis, comme vous le savez, selon la tradition de nos dîners, on se retrouve après le repas pour échanger avec vous, vous donner la parole pour peut-être dédicace bien sûr des livres qui sont disponibles, mais aussi échanger, rebondir sur des choses qu'on a évoquées. Voilà, merci à vous, bon appétit. Bon appétit. Et à tout de suite. Merci.
maison.